Bonjour à tous. Aujourd'hui, je présume que vous venez de terminer soit votre examen d'étape et ou bien que c'est le cours suivant, mais bref, je vous demanderai de demander à votre enseignant de vous remettre les fiches synthèse de 1 à 6 qui ont été préalablement brochées et perforées. Fait que donc, à partir de là, vous allez pouvoir suivre avec moi cette présentation-là. OK, fait que donc dans un premier temps, on va se poser la question, c'est quoi de la matière? Fait que la matière, si on en prend sa définition, on va dire que c'est tout ce qui possède un volume et une masse. Fait que donc dans la définition, première page de votre fiche synthèse numéro 1, à prendre en note. Fait que donc, tout ce qui possède une masse et un volume. Fait que donc, en fait, tout ce qu'il y a sur la planète est de la matière. Vous regardez les tables, vous regardez l'air, hein, c'est à partir du moment où ce que ça offre une opposition à notre main quand on la hein, si on sort notre tête d'une automobile, on va se rendre compte très rapidement qu'il y a une opposition qui se fait contre notre visage. Fait que donc, on va se rendre compte qu'il y a une matière qui est présente et qui applique une pression sur notre visage. Fait que donc, tout ce qui possède un volume et une masse va être considéré comme de... Maintenant, cette matière-là est composée d'atomes et de molécules. Fait que donc, il faut regarder l'ensemble de tout ce qui se trouve à être sur la planète et on va se rendre compte que tout ça est généralement des compositions de plusieurs atomes ensemble. Fait que qu'est-ce que c'est des atomes? Ben, c'est la plus petite particule de matière. Puis, ce qu'il faut se dire, c'est qu'elle ne peut pas être divisée. Fait que donc, cette matière-là ne peut pas être divisée chimiquement. Fait que donc, à prendre en note, hein, évidemment, c'est en bleu. Et aussi, pour la molécule, on dit que c'est un ensemble de deux ou plusieurs atomes qui vont être liés ensemble chimiquement. Fait que donc, si on prend ces atomes-là, on les regroupe, ben à ce moment-là, on a la formation d'une molécule. Fait que si on prend l'exemple d'une molécule d'eau, on va se rendre compte qu'on a deux hydrogènes qui sont réunis à un oxygène. Il se trouve à avoir une liaison chimique qui les regroupe ensemble et ça fait en sorte que c'est une molécule. Rapidement, si on regarde la légende dans un tableau périodique, on va se rendre compte qu'on va avoir, pour chacun des éléments qui vont se trouver dans le tableau périodique, en fait, ça se trouve à être des atomes. Et ces atomes-là vont avoir des numéros. Les numéros vont correspondre au numéro atomique. Ça va définir quel va être quel va être l'élément. On va retrouver un symbole qui va identifier son nom. On va retrouver la masse atomique et aussi le nom de l'élément. Maintenant, la définition qui nous manquait dans la première partie des définitions, on va retrouver le modèle corpusculaire. Qu'est-ce que c'est qu'un modèle? Un modèle, dans un premier temps, c'est une façon de représenter quelque chose qui est difficilement explicable, qu'on n'arrive pas à voir. Donc, dans le cas du modèle corpusculaire, c'est un modèle scientifique qui a été basé sur l'idée que la matière est composée de particules ou de corpuscules, c'est la même chose. Donc, ce modèle-là, il va s'appuyer sur des bases comme quoi que on a dit que les particules ou les corpuscules sont extrêmement petites, ils sont constamment en mouvement, même si ça ne peut pas sembler à première vue le cas, puis que quand la température va augmenter, ben, le mouvement des particules aussi va augmenter. Puis on peut dire que les particules peuvent être retenues ensemble par des forces d'attraction. Les forces d'attraction, on va observer ça beaucoup plus quand on va arriver en secondaire 4, mais pour le moment, c'est l'information qu'on a besoin. Donc, dans le modèle corpusculaire, ce qui est en bleu, on va ajouter ça à notre fiche synthèse. Donc ici, je vous fais une petite information rapide sur qu'est-ce qui est un modèle, en fait. C'est des représentations qui ont été simplifiées. Et si on regarde avec l'évolution dans le temps, ben, on a commencé avec le modèle de Dalton qui était simplement des boules de billard. Par la suite, ça a progressé au modèle Thomson, qui est sur le modèle Plum Pudding. Par la suite, Rutherford a trouvé un nouveau modèle pour représenter les atomes. Et ça, Bohr a amélioré le modèle par la suite et Rutherford-Bohr, ça a fait en sorte que ça a fait le modèle de Rutherford-Bohr. Donc ça, c'est juste une petite note rapide là, pour vous montrer qu'un modèle, c'est une représentation simplifiée de la réalité. Maintenant, je vous demanderai de prendre cette partie-là en note avant que je donne les explications.
OK, nous savons déjà comme quoi qu'il y a 3 phases, hein, la phase solide, liquide et gazeuse. 3 différentes phases, ça veut dire que si je prends de l'eau à l'état liquide, on comprend que sa phase, c'est l'état liquide et que quand elle se transforme en glace, c'est son état solide. Quand elle est sous forme de vapeur d'eau, quand elle est évaporée, ben à ce moment-là, c'est la phase gazeuse. Fait que donc, première des choses, il faut comprendre que l'eau, ce sont des particules, on l'a déjà mentionné. Ces particules-là, à partir du moment où ils sont à la phase liquide, on va dire qu'elles sont très près les unes des autres. En fait, elles sont en frottement les unes sur les autres. Elles glissent littéralement les unes sur les autres. À partir du moment où on va baisser la température et où elles vont se transformer en glace, on va dire que les particules ne peuvent plus bouger. Elles vont être très près les unes des autres, puis elles vont être emboîtées les unes sur les autres, puis il n'y aura pas de possibilité de mouvement. Par contre, quand on arrive à la phase gazeuse, qu'est-ce qui se passe? Ben, à la phase gazeuse, les particules qui étaient collées les unes sur les autres, qui glissaient les unes sur les autres en phase liquide, sont maintenant éloignées les unes des autres. Elles s'éloignent les unes des autres et à ce moment-là, on va dire qu'elles sont très espacées puis qui n'ont plus aucune force d'attraction. Fait que donc, si on reprend ça maintenant au niveau des forces d'attraction, on va dire que la plus haute force d'attraction qui existe, c'est quand que les particules sont à l'état liquide, à l'état solide. Pourquoi? Parce qu'elles sont complètement immobiles. Maintenant, la force d'attraction réduit parce que à l'état liquide, parce que les particules arrivent à être en mouvement. Hein, on est capable de les déplacer, elles vont glisser les unes sur les autres. Et à l'endroit où on est en phase gazeuse, il n'y a plus pantoute de force d'attraction parce qu'elles sont plus collées les unes sur les autres. Fait que donc, maintenant, si on prend au niveau des mouvements des particules, on sait qu'à partir du moment où elles ne bougent plus, la seule chose qu'elles peuvent faire, c'est vibrer sur place. Je vous ai déjà mentionné que quand elles sont à l'état liquide, elles glissaient, puis quand elles sont à l'état gazeux, ben, elles bougent dans tous les sens. Il n'y a plus rien qui se passe. Bon, ici, je vous donne quelques exemples des phases de la matière. On regarde en haut, là, dans le petit dessin, on voit dans un premier temps celui qui est entouré. Là. On est à l'état solide. Hein? Fait que n'importe quel de ces éléments-là, on peut voir que c'est comme un jeu de billard où ce que toutes les particules sont parfaitement bien emboîtées les unes sur les autres. Quand on regarde ça, on va dire que ben, ces particules-là, on va dire que ces particules-là, sont très près les unes des autres, que leur force d'attraction est très importante, que les particules peuvent seulement vibrer sur place parce qu'il n'y a pas d'espace au mouvement, leur forme va être définie, puis leur volume aussi va être bien défini. Maintenant, oups, Maintenant, si on prend le second cas, celui qui est entouré maintenant en rouge, on va voir les particules, ils se déplacent. Mais dans ce cas-ci, là, j'aurais préféré voir un mouvement où ce que les particules sont carrément collées les unes sur les autres. Et là, je vais vous revenir en arrière un peu pour vous montrer quelque chose. Oups, en espérant que ça va fonctionner. Bon, si on prend le petit sac ici, là, où ce que toutes les billes sont collées les unes sur les autres, on aurait la meilleure représentation d'une phase liquide. Les billes sont collées les unes sur les autres. On est capable de bouger le sac. Hein, j'imagine un paquet de billes à l'intérieur d'un sac de plastique et je suis capable de déplacer les billes. Elles demeurent en contact, mais il y a un mouvement qui se produit. Fait que donc, on peut parler ici de phase liquide à ce moment-là. Et bon, si on reprend l'ensemble de tout ça, on va dire que dans une phase liquide, qu'est-ce qui se passe? Ben, les particules sont très près les unes des autres, contrairement à ce qu'on peut voir ici là, dans le deuxième dessin. Mais en plus, la force d'attraction est moins forte que celle à l'état solide, mais plus forte que celle à l'état gazeux. Donc, elle est quand même importante. On peut dire que ensuite que les particules glissent les unes sur les autres, que leur forme est indéfinie parce que le liquide va prendre la forme du contenant tout simplement. Puis le volume, lui, il est bien défini. Maintenant, si on prend l'exemple de la phase gazeuse, on va dire
que les particules sont éloignées les unes des autres, donc il y a un mouvement dans toutes les directions, dans tous les sens. Il n'y a pas de mouvement organisé, comme dans le cas où quand j'étais dans un sac, que je créais un déplacement, les particules suivaient le mouvement que je leur donnais. Mais par contre, dans une phase gazeuse, ils vont aller dans toutes les directions. La distance entre les particules va être relativement plus grande, hein, il n'y a plus de force d'attraction du tout. La disposition physique aléatoire va aller dans tous les sens, liberté de mouvement dans tous les sens, puis on va dire que la forme est indéfinie parce que le gaz va prendre la forme d'un contenant quelconque et son volume aussi, à ce moment-là, va être indéfini. Bon, maintenant, nous avons vu la première fiche synthèse. Nous nous enlignons sur comprendre les mélanges. Fait que donc, la première fiche synthèse, elle, avait pour but de nous permettre de déterminer la différence qu'il y avait entre les substances. Comment? Bien, parce que maintenant, nous savons que les particules sont faites de matière et cette matière-là, en la réunissant sous forme de différentes molécules à l'aide de différents atomes, bien, ça va nous permettre de faire ce qu'on appelle des mélanges. OK, maintenant nous sommes rendus dans la fiche synthèse numéro 2. Première chose à prendre en note, le mélange, c'est quoi? C'est quelque chose qui est formé d'au moins deux substances différentes, c'est-à-dire d'au moins deux sortes de particules qu'on va mettre ensemble. Si on compare ça à ce qu'on appelle une substance pure, elle, c'est une substance qui va être formée d'une seule substance. Donc, on comprend le principe, il y a plusieurs éléments dans le tableau périodique. Quand on prend un seul élément, à ce moment-là, on va parler d'une substance pure. Puis quand on va parler de plusieurs éléments qui sont regroupés ensemble, on va parler de mélange. Maintenant, il faut savoir que les mélanges se divisent en deux catégories. On va parler de mélanges homogènes dans un premier cas, puis des mélanges et des mélanges hétérogènes. Donc, si on regarde les mélanges homogènes, on va voir qu'il y a deux types. Il va y avoir des colloïdes et des solutions. Qu'est-ce que c'est tout ça? Maintenant, on y va. Donc, dans les mélanges hétérogènes, à prendre en note en passant, c'est un composé qui est d'au moins de deux substances qu'on peut distinguer à l'œil nu. Donc, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que si je regarde, je vais être en mesure, comme dans le premier symbole ici, dans la première image, pardon, ce qu'on voit, c'est de l'huile, du vinaigre, mettons du vinaigre balsamique, de l'huile et de l'eau. On va voir que les trois substances, là, c'est très évident, on est capable de distinguer qu'elles sont complètement différentes. Donc, on peut parler ici d'un mélange qui est hétérogène. Donc, si on le voit à l'œil nu. Par contre, si on prend l'exemple du pot de peinture, on n'est pas capable de distinguer rien. Donc, à ce moment-là, on ne pourra pas dire que c'est un mélange qui est hétérogène. Même principe qui s'occupe avec le sang. On sait déjà que dans le sang, on a différentes substances, mais on n'est pas capable de les voir à l'œil nu. On va voir juste quelque chose de rouge. Donc, ça signifie que ça ne sera pas un mélange hétérogène. Il faut être capable de le distinguer à l'œil nu pour considérer que c'est un mélange qui est hétérogène. Maintenant, si on prend l'exemple du mélange homogène, hein, c'est un composé d'au moins deux substances qu'on ne peut pas distinguer à l'œil nu. Donc, je vous donnais l'exemple de la peinture et du sang, deux éléments qui sont assez évidents. Maintenant, je vous ai dit qu'à l'intérieur des mélanges qui sont homogènes, on va avoir deux types. Il va y avoir ce qu'on appelle les colloïdes. Les colloïdes, eux autres, c'est un mélange dans lequel on peut distinguer au moins deux substances quand on l'examine à l'aide du microscope. Donc, l'exemple type, c'est qu'on a vu à l'intérieur de la queue de poisson qu'on était capable de voir le déplacement des globules rouges. Donc, nécessairement, on sait qu'il y a des globules rouges et quelque chose d'autre, le plasma sanguin qui nous permettait, puis on aurait probablement pu voir aussi des globules blancs, des plaquettes sanguines qui se retrouvaient à l'intérieur de ce sang-là si on avait un microscope un petit peu plus gros. Donc, ce qu'on peut imaginer, hein, c'est automatiquement, dès qu'on va avoir plusieurs substances qui sont observables au microscope, mais qui ne sont pas visibles à l'œil nu, on parle de colloïdes. Maintenant, la solution, on a dit qu'une solution, juste en dessous, encore une fois, à remplir dans votre fiche synthèse numéro 2, une solution, c'est quoi? C'est un mélange homogène dans lequel on ne peut pas distinguer de substances qui la composent, même avec un instrument d'observation. Donc, tout semble très uniforme, tout semble complètement égal. Donc, ça, on va parler d'une solution comparativement à un colloïde.
Maintenant, les deux dernières définitions de nos mélanges, notre fiche synthèse numéro 2, c'est qu'est-ce qu'un soluté puis un solvant. Déjà, ça, je pense que ça devrait être de la révision de notre secondaire 2. Fait qu'un soluté, c'est une substance qui va se dissoudre à l'intérieur d'une autre, puis le solvant, lui, c'est la substance qui va être capable de dissoudre notre soluté. Fait que donc, encore une fois, je fais souvent l'exemple du sirop de chocolat qu'on va mettre dans un verre de lait. Fait que notre solvant, ça va être le lait, le sirop de chocolat va être le soluté dans lequel on va dissoudre à l'intérieur du solvant, et ça implique que ça va nous donner une toute nouvelle solution. Fait que donc, ça va être l'élément qui va nous manquer. Ici, je vais juste vérifier si j'ai déjà... Bon, si on reprend juste en dessous, vous avez votre petit tableau dans l'organisation des mélanges. On parle d'un mélange qui, lui, se sépare en deux parties. On peut avoir quoi? Des mélanges homogènes et des mélanges hétérogènes. Donc, à remplir les deux cases, il vous manque la case du haut là, qui se trouve avec les mélanges homogènes. Et on sait que les mélanges homogènes, ça veut dire que c'est une substance qui se trouve, on n'est pas capable de distinguer à l'œil nu qui se trouve avoir plusieurs choses à l'intérieur ou qu'il n'y en a pas, et que quand je vais regarder au microscope, là, je vais être capable d'identifier deux choses, soit que ce soit un colloïde ou bien une solution. Fait que donc, si on poursuit avec les flèches, colloïde en haut, solution en bas. Fait que là-dessus, ça complète votre fiche synthèse numéro 2, et on va se retrouver à la prochaine capsule pour la fiche synthèse numéro 3.